Bien, chers collègues, bonjour. Merci à l'association pour m'avoir invité. Je vais procéder avec vous dans une plongée dans le passé, mais qui a pour but d'éclairer le présent. Au passage, d'ailleurs, je trouve tout à fait remarquable de voir toute une assemblée de collègues s'intéresser à l'enseignement de l'évolution en classe de 3e. Lorsque j'ai fait mes études, je n'ai jamais entendu parler d'évolution dans le secondaire. Et dans mes études de biologie, je n'en ai entendu parler qu'en 5e année, ce qu'on appelait le DEA. Ça fait une différence de 9 ans. Les choses ont changé, manifestement. Alors, je commence en rappelant une proposition qui m'avait beaucoup frappé du regretté Stephen Jay Gould dans son livre monumental et déraisonnable, 1400 pages, The Structure of Evolutionary Theory de 2002, qui a été traduit en français d'ailleurs. Et alors, Gould se posait donc la question de savoir qu'est-ce qui a exactement changé depuis Darwin, parce que c'est extraordinaire, une théorie qui persiste aussi longtemps dans le temps. Et il disait, au fond, il y a un cadre théorique darwinien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il s'est étendu? C'est-à-dire qu'au fond, les mêmes principes sont restés et auraient été appliqués à davantage de phénomènes. Il y a beaucoup d'évolutionnistes qui le disent aujourd'hui. Est-ce qu'il a été remplacé, au fond, donc un paradigme venant se substituer à un autre? De nouveaux principes remplacent les anciens. Il y a des gens pour le dire aussi. Gould, pour sa part, préférait dire que les mêmes principes les plus fondamentaux sont demeurés, mais qu'ils ont été reformulés de telle manière que la théorie dans son ensemble a pris un visage nouveau. Gould, par ailleurs, expliquait de manière assez simple ce qu'il entendait par expansion plutôt que extension d'une théorie. Expansion, donc, ça voulait dire pour lui généralisation d'un principe, ou encore addition de principes nouveaux. Donc, par exemple, généralisation des principes, un principe plus général de sélection naturelle, ou addition de principes nouveaux, eh bien, on va rajouter des choses comme les contraintes morphologiques, développementales et d'autres choses du même genre. Alors, mon but n'est pas ici de commenter Gould, simplement, je vais m'inspirer de cette proposition d'expansion théorique en les appliquant aux deux grands volets de la théorie de Darwin. Donc, nous allons faire un petit voyage vers 1859 et revenir vers le présent avec en tête cette notion d'expansion théorique. Partons du nom que Darwin donnait à la théorie et qui a beaucoup intrigué ses contemporains, comme encore aujourd'hui ses lecteurs, descendance avec modification par la sélection naturelle. Alors c'est une expression donc qui double, qui indique clairement deux volets, descendance avec modification. Alors, Darwin n'a jamais défini cela parce qu'il pensait que c'était évident. Donc c'est ce qu'on appellerait volontiers aujourd'hui le patron général de l'évolution, ce qu'on a appelé à partir de la fin du XIXe siècle le fait général de l'évolution. Alors je dirais qu'est-ce que c'est exactement, mais des choses du genre les espèces changent, elles se clivent, enfin bon, bref, des choses comme ça. Et puis sélection naturelle, c'est la théorie explicative. Et Darwin était évidemment très conscient de cette dualité inscrite au cœur de sa théorie, comme il a dit dans une lettre à son botaniste, pasteur et ami, d'ailleurs aussi Asa Gray, dès 1863. Il dit évidemment, j'accorde beaucoup d'importance à la sélection naturelle, mais ceci me semble absolument non important relativement, alors c'est là qu'il met des italiques et des gras, à la création ou modification, c'est-à-dire la descent with modification. Bon, mais au fond, j'ai emporté le morceau sur le second point. Maintenant, en ce qui concerne la sélection naturelle, c'est clair que mes contemporains ne sont pas très convaincus. Alors, Darwin n'a pas défini l'expression descendance avec modification, mais on dit souvent, je l'ai écrit, je pense que c'est d'ailleurs, c'est justement ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai complètement changé d'avis et que c'est pas vrai. C'est qu'il l'a pas défini, mais il l'a montré dans une image qui est célébrissime, qui est probablement l'une des images scientifiques les plus célèbres de toute l'histoire des sciences, c'est le fameux diagramme selon le mot de Darwin. Et je rappelle en quelques mots ce que ça veut dire.
En bas, vous avez un certain nombre d'espèces dans une région donnée, hein, par exemple l'Angleterre, hein, voilà. Et puis, on représente schématiquement ceux qui arrivent à ces espèces, donc au lignage de ces espèces sur des temps très, 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 très longs. Alors, vous voyez qu'il y en a qui ne changent pas, par exemple, et puis il y a des événements de clivage qui se produisent, jusqu'à ce qu'au bout de, Darwin nous dit, par exemple, 140 000 générations, mais c'est un chiffre purement arbitraire. L'espèce A, là, en a donné 8, qui vont former peut-être un nouveau genre, ou 3 genres, on ne sait pas trop. Hein. Celle-ci a perduré dans le temps. Celle-là, I, eh bien, en a donné 6, et puis tout le reste, ça s'est éteint. Voilà. Bon. Alors, il y a deux interprétations possibles du diagramme darwinien. La première, c'est de dire, comme je viens qu'il représente de manière idéalisée le fait général de l'évolution, en particulier la modification des espèces et l'ascendance commune. Et la deuxième, c'est que, en fait, ce qu'il représente, c'est toute la théorie de Darwin, hein, y compris et principalement le principe de sélection naturelle et ses effets. Bon. Je vais exposer les deux versions. Alors la seconde est rigoureusement vraie, il n'y a pas de doute, je vous le montrerai. La première n'est pas acceptable comme telle parce que ça ne renvoie qu'à un aspect du diagramme. Et en tout cas, ce n'était pas l'aspect principal pour Darwin. Le diagramme en tant que représentation idéalisée du fait général de l'évolution. Alors, quand on le présente comme ça, je l'ai fait pendant des années, eh bien, on ne lit pas le texte de Darwin. On regarde le diagramme, on se laisse hypnotiser, puis on dit voilà ce que ça représente. C'est évidemment ce qu'il ne faut jamais faire, même si ce n'est pas tout à fait faux. Alors qu'est-ce que veut dire ce diagramme si c'est un patron, au fond, un pattern, comment dire, un pattern, c'est-à-dire un schéma qui rassemble des données avec aussi peu d'hypothèses explicatives que possible. Hein. Pattern, processus, patron et processus, c'est une distinction très importante dans l'évolutionnisme contemporain. Quand vous faites des phylogénies, vous faites du pattern. Quand vous faites de la sélection naturelle et de la dérive génétique, et que vous voyez comment ça fonctionne, c'est du processus. Alors donc ce diagramme, si on le regarde comme ça, il voudrait dire d'abord les espèces se modifient, parce que évidemment là, l'axe horizontal, c'est un axe de changement d'un caractère donné. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, la forme des feuilles dans des plantes d'Angleterre, d'une région d'Angleterre au XIXe siècle. Et puis de gauche à droite, c'est comme ça que le voit Darwin, et bien on aurait des plantes qui seraient plus ou moins résistantes à la sécheresse. Bon. Alors ce que représente évidemment ce schéma, c'est que d'abord, comme presque toutes les lignes sont obliques, c'est que les espèces changent. Hein. Voilà. Bon. Deuxièmement, que cette modification est lente et graduelle. Troisièmement, que beaucoup d'espèces s'éteignent. Hein. Bon. Enfin, là, en particulier, toutes s'éteignent sauf 3. Bon. Quatrièmement, que les espèces qui ne s'éteignent pas se divisent. Cinquièmement, que toutes les espèces disparaissent, puisque ou bien elles se clivent, ou bien elles s'éteignent. Et sixièmement, une fois les espèces divisées, eh bien, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ma diapo. Il y a 6 et 7, je ne sais pas pourquoi c'est pas passé. 6, une fois les espèces divisées, eh bien, leurs caractères tendent à diverger indéfiniment. Principe de divergence qui n'est pas le même principe que le principe de clivage ou spéciation, comme on dit aujourd'hui. Et puis enfin 7, le diagramme s'applique à tous les niveaux taxinomiques, c'est-à-dire que Darwin nous dit à un certain moment, là je vous ai dit c'est des espèces, mais vous pourriez remplacer cela par des noms de genre ou de famille, voire même d'ordre. Hein. À ce moment-là, ce genre A, il donnerait 8 genres ici, hein, qui eux-mêmes formeraient une nouvelle famille. Voilà. Alors ça, c'est la première manière donc de représenter le diagramme. Quelle est l'autre manière ? C'est de considérer que c'est une représentation théorique. De toute façon, le mot diagramme a un sens assez conventionnel dans les sciences et en ingénierie, qui est presque toujours appliqué curieusement avec rigueur. Les scientifiques n'accordent pas beaucoup d'importance au mot, mais quelquefois ça arrive. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme ? C'est une représentation théorique, et comme on dit chez les épistémologues, c'est une représentation spatiale de relations qui ne sont pas spatiales. Hein, voilà. Alors, donc, le diagramme de Darwin comme représentation théorique. Alors, en fait, quand on regarde le texte de l'origine des espèces, 1859, Darwin n'a pas choisi de commenter son texte dans les termes d'un patron, hein, c'est-à-dire
comme une manière de simplement rassembler des données, ou des données, fussent-elles hypothétiques, indépendamment de toute hypothèse explicative. C'est exactement le contraire, c'est une représentation théorique de ce qui devrait ce que devrait être l'allure de l'évolution si les hypothèses de Darwin étaient vraies. C'est-à-dire ce que serait le patron de descendance avec modification si les hypothèses étaient vraies. Alors Darwin accordait une extrême importance à ce diagramme. Il lui a consacré au total, sur 3 chapitres différents, 40 pages dans l'origine des espèces, en disant, regardez ici, bon alors attendez, je ne sais pas où il est passé ce diagramme-là, voilà. Oui, il dit, regardez ici la lettre M2 qui donne, alors ça donne M4, et puis ici il se passe ceci et cela, et ça illustre tel ou tel aspect du principe de sélection naturelle ou encore d'un autre facteur causal. Hein. Voilà, alors c'est ça qu'on va regarder maintenant. Je reviens, voilà. Excusez-moi. Ah ben je suis en train de revenir en arrière, c'est stupide, excusez-moi. On y est presque. Voilà. Alors, je vais vous faire patienter un petit peu. Souvent, je le fais en sens inverse. Mais je vais vous montrer quelques étapes dans la genèse du diagramme de l'origine des espèces. Je vous le dis là très clairement, je suis revenu sur des choses que j'ai écrites récemment, sur des choses que j'ai écrites pendant 20 ans. Et parce qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler comme un obstacle épistémologique. Tous les gens qui parlent du diagramme de Darwin, presque tous, et en particulier les historiens, c'est plus grave, disent le diagramme c'est un arbre. Eh bien non, je vais vous montrer que c'est pas un arbre, ou en tout cas que c'est seulement secondairement un arbre. Bon, voilà. Alors, en fait, quand on regarde, Darwin s'est intéressé à cette image, à ces schémas ramifiants, il s'y est intéressé de très très bonne heure. Et quand on regarde plusieurs, il y a eu un nombre extrêmement important de tels diagrammes ou arbres, et tantôt on se dit, tiens, mais ça ressemble à un arbre généalogique, idéalisé bien sûr, et tantôt c'est un diagramme théorique. Et puis quelquefois c'est les deux. Alors voici le tout premier dessin. Il y en avait un qui était encore antérieur, qui était simplement sous forme rédigée, mais sans que ce soit dessiné. Mais ça c'est le premier vrai dessin. Donc, carnet de notes B, 1837, j'ai mis la taille de la page pour vous représenter, la taille du dessin, c'est comme ça. Hein. Et en plus, il y en a 3, hein, si vous regardez bien, en haut là. En fait, il y en a 3, il y en a un qui est minuscule, qui fait à peu près 2 mm. Hein. 1, 2, 3. Voilà. Alors, celui de gauche, on sait ce que c'est, parce que Darwin l'a écrit en toutes lettres. Il dit, ça représente, au fond, l'arbre de la vie. Vous voyez, c'est là en 1837. Selon les 3 éléments que sont l'air, la terre et la mer. Bon, d'accord. Et puis à droite, d'après le texte, on peut se dire que ce serait probablement quelque chose qui a trait au poisson, mais c'est pas très très clair. Hein. Bon, et puis là, il y a des commentateurs qui disent ça peut être une tâche, ça peut être aussi un élément élémentaire, vous voyez, de spéciation. Pof. Bon, bien. La même année, Darwin a proposé une autre représentation en disant peut-être que le corail de la vie, ça serait mieux que l'arbre de la vie. Je passe. Et puis la même année encore, alors ce diagramme extraordinaire, alors lui qui est très connu, qu'on voit souvent sur des couvertures de livres, et alors celui-là il est très différent du précédent, parce que là c'est pas un arbre de la vie. D'ailleurs, si c'était un arbre, ça serait curieux. Un arbre qui pousse vers le sol, déjà, c'est assez bizarre. Là, c'est une représentation théorique et qui est accompagnée sur ce carnet de notes de commentaires dont je vais vous montrer certains. Alors d'abord, vous remarquez que 13 des 23 branches terminales ont une petite barre au bout. Alors, ce qui veut dire que celles qui ont une petite barre au bout, c'est celles qui atteignent le temps présent. Et ça se retrouvera dans le diagramme sous forme d'une grande ligne horizontale. Hein. Vous imaginez le diagramme final, et puis vous prenez toutes les espèces qui ont des petites parts au bout, et vous ramenez cela comme ça, et vous avez le diagramme. Bon. Alors, on lit ici, là c'est ce que j'ai surligné en vert, le nombre total des espèces survivantes ou tentées est supposé constant. Ça, c'est pas un arbre, c'est une pure conjecture théorique. Hein. De nouveaux genres apparaissent. Bon. Et
ceci implique, tout ce diagramme implique qu'il y ait des extinctions. Extinction required. Alors effectivement, il y en a pas mal, des extinctions. Quand vous n'avez pas de barre, c'est une extinction. Bon. Et puis enfin, l'idée très très importante de la complexité des rapports entre généalogie et morphologie. Ce qui veut dire ceci, et ça sera abondamment commenté dans l'origine des espèces, c'est que par exemple ici, bon, ben, vous avez 3 branches là, hein, qui aboutissent à ces 3 formes-là, dont 2 éteintes. Alors, si vous les comparez, vous dites qu'elles sont très très proches. Bon, ben alors ça va être par exemple le même genre ou la même famille, je ne sais pas. Et Darwin nous dit, attention, ne confondez pas le cheminement adaptatif et puis l'arbre généalogique. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, les caractères adaptatifs sont certainement, comme il le dit dès cette époque, les moins bons pour reconstituer une généalogie. Vous ne comprenez rien de ce schéma, moi non plus, ou presque rien. On peut y passer des heures, hein, il y a des gens qui l'ont fait. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, là, c'est des arbres généalogiques, c'est des mammifères, et puis des groupes de mammifères, et puis ils raturent dans tous les sens. Là, on n'est plus dans le diagramme théorique. Vous en avez un là, 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 et vous en avez un ici qui est assez compliqué. Bon. Voilà. Alors, nous arrivons à 1857. Alors, une image que peu de gens ont vue, et en tout cas, pas dans cette couleur-là, parce que ça, c'est l'ancêtre immédiat du diagramme de 1859. Et vous remarquez d'abord qu'il est à l'envers, il est dans l'autre sens. Ici, vous avez des petits bouts de carton qui sont collés. Hein, et Darwin pensait que ça serait publié comme ça. Il avait mis un mot pour l'éditeur en disant il faut bien faire attention à mettre exactement telle distance. Alors c'était des fractions de pouces, hein, donc des millimètres en quelque sorte. Il faut bien garder un espace ici, par exemple, etc., etc., etc. Bon. Alors, il est plus facile de voir ce que représente ce diagramme sur cette compilation, hein, qui est rigoureusement fidèle du point de vue des lettres, de l'arrangement général. Et ça, c'est la version 0, si j'ose dire, du diagramme de Darwin, qui est très intéressante parce qu'elle nous révèle ce que Darwin avait en tête. Alors, si vous regardez, je vous explique, hein, c'est assez compliqué. En fait, il y a 4 diagrammes. 1, 2, 3, 4. Il les appelle comme ça. Bon. Alors, ici, c'est ce que représente ce diagramme, et vous allez voir pourquoi ce n'est pas un arbre, ou alors très très secondairement, c'est qu'il me dit celui du haut, il représente plusieurs scénarios d'évolution adaptative par sélection naturelle. Celui du bas, il représente une évolution sans adaptation et sans sélection naturelle. Et puis ça, c'est un résultat final. Hein. Laissons tomber ce qui se passe ici, où il nous dit, là, ça représente beaucoup de générations, la même chose réitérée des centaines de fois. Bon. Je commande quelques aspects. Voilà. Par exemple, ce que vous avez ici, c'est un scénario dans lequel, alors, horizontalement, à chaque génération, vous avez de la variation. Bon. Et puis, la sélection naturelle, c'est le trait noir, vous fixe en quelque sorte l'une de ces variations. Et puis, l'ensemble se déplace de manière linéaire. Bon. Ce qui est présenté ici, c'est donc l'idée d'une variation aléatoire à chaque génération, fixation d'une variété à chaque génération, évolution unidirectionnelle. Ici, ce qui est représenté, c'est la même chose, mais avec en plus de la divergence. Et si nous allons maintenant vers le bas du schéma, ici, c'est variation aléatoire à chaque génération, hein, et puis par réalité mélangée, fixation de ceci, et puis l'ensemble ne bouge pas. Tandis qu'ici, c'est la même chose avec en plus de la divergence. Oui, là, on n'est pas dans un arbre, on est vraiment dans une représentation théorique qui met en scène plusieurs scénarios. Et là, le résultat final, il me dit, ben, résultat possible, c'est qu'ici, on pourrait, au fond, cette espèce A, alors là, on saute ça, on reste dans celle-ci, eh bien, a donné deux genres avec 6 espèces différentes, et celle-là, elle a donné un genre avec 3 espèces dedans. Là, c'est typiquement, vous voyez, une représentation théorique. Alors, revenons donc au schéma de 1859. Darwin fait 12 propositions. Je vais vous en commenter 6 pour bien vous montrer que ce n'est pas seulement un arbre. Alors, premièrement, il nous dit, voilà, ce que représente ce diagramme, c'est que les descendants d'une espèce prospéreront d'autant mieux que des variétés dotées de caractères différents auront conquis des places nouvelles dans la nature. Hein, c'est l'idée les espèces qui réussissent, c'est celles, au fond, qui réussissent le mieux, c'est celles qui vont saturer l'espace écologique. Hein.
Voilà, c'est ça que c'est la phrase que je viens de lire. Et on peut la représenter ainsi. C'est là où ça varie beaucoup, si vous voulez, que finalement, à long terme, ça survit. Hein, voilà. Alors, deuxièmement, les variations les plus divergentes, hein, tendront à être préservées. Là, c'est particulièrement spectaculaire dans le diagramme. Troisièmement, les descendants des branches améliorées tendent à prendre la place et à détruire les branches plus précoces et moins améliorées. Alors ça, c'est pas d'une clarté totale, surtout pour un évolutionniste contemporain. On comprend bien ce que ça veut dire qu'il y a des branches. Là, on n'est plus à un aspect vraiment micro-évolutif. Bon, mais il y a l'idée de branches avec beaucoup de choses dedans qui l'emportent sur les autres. C'est pas de la sélection naturelle. Est-ce que c'est de la compétition? C'est possible. C'est pas très clair dans le texte. Hein. Alors, ce qu'on trouve aussi de ce que dit aussi Darwin, c'est que à tous les niveaux taxinomiques, seul un petit nombre de groupes prospèrent et atteignent le niveau chronologique supérieur. Voilà, c'est très clair. Hein, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il n'y en a que 3 finalement qui restent. Chose très intéressante, qui est capitale pour passer de la théorie de la sélection naturelle à la systématique, les mêmes conjectures sont étendues par Darwin à tous les niveaux taxinomiques. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, remplacer les noms d'espèces par des noms de genre, les noms de genre par des noms de famille, etc. Et de manière quasi fractale, au fond, ça vaut ce que je vous ai dit, ça vaut à tous les niveaux. Hein. C'est ce qu'on a souvent appelé le principe d'extrapolation. Hein. Bien, et puis enfin, alors, l'ultime moment, c'est la non-coïncidence de l'histoire adaptative et de l'arbre généalogique. Hein, qui va faire que, par exemple, cette pauvre espèce-là qui n'a pas changé, qui a traversé les temps géologiques, eh bien, au bout de cette évolution, ici, là, elle est très éloignée de A et L, hein, tandis qu'ici, elle est juste à côté, et donc un systématicien qui s'intéresserait simplement aux ressemblances, il aimerait bien, par exemple, mettre celle-ci avec ces 3-là à côté, puis il dirait, puis voilà, on a 1, 2, voilà, 3 genres comme ça. Et là, il dit, non, c'est pas du tout comme ça. Le grand principe que je vous suggère d'appliquer, c'est que les meilleurs caractères pour faire de la systématique, c'est les caractères neutres, c'est les caractères délétères, c'est les caractères régressifs, etc., pas les caractères adaptatifs. Alors je passe à l'époque contemporaine, ayant maintenant en tête ces représentations par Darwin des principes fondamentaux. Alors depuis 150 ans, et particulièrement à l'époque contemporaine, il y a eu des contestations du diagramme darwinien aux deux sens du terme, au sens patron évolutif, hein, c'est-à-dire quelque chose aussi peu lié que possible à des hypothèses explicatives, et puis d'autre part le diagramme au sens de représentation théorique visant à expliciter les principes explicatifs. Alors, première classe de critique au diagramme au sens de patron évolutif. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis 1859, ça revient régulièrement. Ce sont des critiques visant l'un des aspects de l'arbre que j'avais pointé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect de modification lente et graduelle. Donc, la première classe de critique, c'est, au fond, toutes les conceptions non gradualistes ou encore saltationnistes, comme on dit, de la spéciation, pour utiliser un terme moderne. Alors voilà une image aussi célébrissime, c'est celle que Gould et Eldredge ont opposée en 1972 à Darwin, hein, dans leur fameuse hypothèse des équilibres ponctués ou intermittents, il paraît que c'est mieux de dire comme ça en français, mais ça c'est pas imposé, comme alternative au gradualisme phylétique de Darwin. Et là, ce qui est représenté ici, c'est que chaque barre verticale en gras là, eh bien, c'est une espèce dans sa durée de vie. Et vous voyez qu'on dit au fond, elle ne change pas, ou comme disent les auteurs plus prudemment, elle ne change pas beaucoup, en gros. Et puis là, de temps en temps, on a un événement de spéciation. Hein, et l'ensemble du changement morphologique, en définitive, c'est représenté en 3 dimensions. C'est ce qui fait que c'est pas très évident à regarder. L'ensemble de cet arbre illustre le fait que le changement morphologique est concentré, hein, principalement dans les moments de spéciation. Alors, comme nous dit Eldredge, dans les moments
pour un géologue. Comme le meilleur exemple qu'il pouvait prendre à l'époque, c'était un exemple de foraminifère pour nous dire que la taille de ce foraminifère avait augmenté de 10% sur 150 000 générations. C'est un instant. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de dire que ça se fait à l'échelle d'une génération. Hein. Alors, deuxième classe de critique. Alors, ça vise l'aspect fractal du diagramme de Darwin. C'est qu'en fait, ça consiste à dire que l'évolution est quelque chose qui, même d'un point de vue descriptif, hein, se joue à des niveaux plus élevés que l'espèce. Je donne deux exemples. Un très vieil exemple de 1929 par un excellent morphologiste et exécrable évolutionniste français qui s'appelait Vialton. Et Vialton qui dit, écoutez, regardez ce schéma du paléontologue, hein, on est en 1921, c'est alors ce schéma de 1900, je sais plus, 7 ou 8, du paléontologue américain Osborne. Alors ça représente l'évolution des mammifères. Alors vous avez un magnifique arbre là qui se déploie graduellement. Et Vialton nous dit, écoutez, premièrement, si on regarde même le texte d'Osborne, la plupart de ces choses, par exemple, d'abord c'est des pointillés, puisqu'on ne sait pas, hein, c'est pas des choses avérées. Et puis deuxièmement, il est possible de représenter exactement les mêmes données comme ceci. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, tout d'un coup, tout se passe ici. Vous voyez, presque tout. Et entre les deux, là-bas, en dessous, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que toutes les grandes classes de mammifères semblent exploser, apparaître tout ensemble, et grosso modo, après, ça ne bouge plus beaucoup, sauf dans des détails. Hein, voilà. Troisième classe de critique, alors qui est plus spécifiquement contemporain, c'est vrai que là, il faut raisonner à l'échelle d'une vingtaine d'années, hein, des 20 dernières années, c'est que le diagramme darwinien, qui se consacre sur les organismes individuels et sur les espèces, ne représente en fait qu'une fraction, qu'un aspect de l'histoire généalogique de la vie. Et de ce point de vue, il y a deux défis, je crois qu'on nous en parlera abondamment cet après-midi d'ailleurs, à savoir le transfert horizontal de gènes, le transfert latéral de gènes, et la symbiose. Alors, c'est devenu très populaire aujourd'hui. Il y a 20 ans, il fallait beaucoup expliquer, donc je ne vais pas vous offenser en vous racontant ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que les gènes ne se contentent pas de circuler dans des lignées verticales d'organismes. Ils peuvent en quelque sorte sauter de lignée à lignée par divers processus sur lesquels je passe. Le transfert horizontal de gènes est extrêmement important chez les prokaryotes, bien sûr. Hein. Il existe aussi, dans une moindre mesure, chez les autres organismes. Alors, tout ceci aboutit à dire que l'arbre darwinien, qui est un arbre d'organismes, doit être compliqué, au fond, par toutes sortes de petites branches latérales qui représentent la circulation, au fond, horizontale de gènes, quelquefois près, quelquefois très, très, très loin. Ça, c'est l'image de la première page d'un numéro entier des transactions philosophiques de la Société royale de Londres, hein, vendu pour la modifique somme de 170 € si vous n'êtes pas abonné. Les images ne sont pas reproductibles, donc je ne peux vous les montrer qu'en ayant fait des saisies d'écran, c'est très agréable. Bon, mais donc, je crois que ce schéma-là se passe de commentaires. Hein. Le diagramme darwinien est toujours là, si vous voulez, mais il est compliqué par beaucoup d'autres choses. Le voici en un petit peu plus gros. Hein. Alors on est évidemment ici chez des unicellulaires. Hein. Voici et le deuxième phénomène qui aboutit à marquer les limites de l'arbre darwinien en tant que représentation d'un pattern, d'accord, hein, c'est la symbiose. Alors, la symbiose qui est un phénomène plus rare, mais qui joue qui a une extraordinaire importance à une très grande échelle évolutive. Hein. Là, ce qui est représenté sur ce beau schéma, au fond, c'est à peu près 1 milliard d'années d'évolution, dans lequel un certain nombre d'algues se sont compliquées par des phénomènes de fusion. Alors donc la conclusion que je tire sur ce premier volet de la théorie darwinienne, c'est que c'est un cas là convaincant d'expansion théorique au sens de Gould.
Pourquoi? Parce qu'on trouve une généralisation de la notion darwinienne de descendance avec modification, qui ne s'applique pas simplement à des organismes, mais à d'autres choses. Et puis addition de principes nouveaux, donc des nouvelles sources de variation, comme le transfert latéral de gènes et la symbiose. Alors je vais terminer en vous disant quelque chose de ce qui est arrivé au second volet de la théorie de Darwin. Je passe sur ce qu'en disait Gould, hein, et je voudrais vous dire quelques mots de ce qui est la tendance actuelle quand on s'intéresse surtout à la littérature de biologie théorique. Et la tendance actuelle, c'est une tendance à la généralisation du principe de sélection naturelle. Dans sa formation classique, le principe de sélection naturelle classique, enfin qui l'est encore aujourd'hui, c'est que le principe de sélection naturelle s'appuie sur une prémisse malthusienne, c'est-à-dire qu'il faut des effectifs stables. Il ne s'applique qu'à l'échelle d'individus et il y a héritabilité des traits. Bon. Je n'ai pas beaucoup de temps de préciser, mais je vais indiquer les deux manières qu'il y a aujourd'hui de généraliser le principe de sélection naturelle. Ça renvoie à des controverses passionnées dans plusieurs secteurs de pensée évolutionniste et aussi écologique. Alors, les deux manières de procéder, c'est d'abord, comme l'a proposé Richard Leontin en 1970, je suis désolé, c'est une absurdité. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de sélection naturelle s'applique à toute population d'identités qui possède trois propriétés: variation, reproduction, héritabilité des traits. Alors, quand on regarde ce texte dans le détail, c'est un texte qui a beaucoup marqué, il revient à dire, et Leontin le dit très bien, c'est qu'on n'a pas besoin de la condition malthusienne. Vous pouvez avoir de la sélection naturelle dans une population en expansion. Et puis, deuxièmement, on découple de tout niveau particulier d'organisation, ce qui permet d'appliquer ce principe à des choses comme à des communautés biotiques, à des cellules, à des molécules, etc. Donc, on se libère de l'attachement de la sélection naturelle aux seuls organismes. La seconde manière de généraliser le principe de sélection naturelle, qui est beaucoup plus controversée, c'est de dire que l'hérédité et la reproduction ne sont pas des conditions nécessaires de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il suffit de parler de survie différentielle ou de persistance différentielle, et à ce moment-là se présente la possibilité, encore une fois c'est l'objet de beaucoup de débats, d'appliquer le principe de sélection naturelle à des entités écologiques, telles que les écosystèmes, et puis aussi, il faut bien le dire, à l'évolution culturelle. Je vous remercie pour votre attention.